Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour NutriCast, première plateforme audio consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition. Sur NutriCast, vous savez, on rencontre tous les acteurs de la nutraceutique, du producteur au distributeur, au fabricant, et puis même les conseillers santé. Voilà, on est dans une démarche 360 et aujourd'hui, on va s'intéresser à la propolis. Alors la propolis, qu'est-ce que la propolis? Qu'est-ce qu'une bonne propolis? Comment on va l'utiliser? On en parle avec 3 invités. Dans un premier temps, nous parlerons avec Jean-Louis Lothar, qui est apiculteur. Ensuite, nous discuterons avec Emily Tang et Laure Martina. Emily Tang qui travaille à la Drôme Laboratoire et Laure Martina qui est naturopathe. Comme ça, vous aurez le producteur, le distributeur et puis la conseillère santé. La boucle sera bouclée et à la fin de cela, vous serez vraiment très calé sur la propolis. On va donc accueillir notre premier invité, Jean-Louis Lothar, qui est apiculteur. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. On fait tout ce qu'il faut pour que ça aille. Ben oui, on a un petit peu, comme dirait l'autre, on n'a pas le choix. Il faut faire ce qu'il faut. Non, puis il faut. On est acteur aussi de notre santé et de notre morale. Exactement. Alors, vous êtes apiculteur depuis combien de temps et où? Oula, depuis longtemps. J'ai commencé dans fin des années 70, donc ça vous donne quand même une idée. Je suis professionnel à 100% depuis les années 80. Et je suis installé, en fait, le camp de base, si vous voulez, est sur la commune du Tigné, dans les Alpes-Maritimes. Donc c'est un petit peu à 7 km de Grasse, côté du Var, du département, pas le fleuve. Et voilà, je suis là c'est bon. Quand je dis je suis installé là, c'est mon siège. C'est là qu'on extrait les miels, c'est là qu'on ramène les récoltes, c'est là qu'on prépare les matériels, c'est là qu'on travaille la cire, éventuellement la propolis, etc. Et voilà, c'est pas là que sont les ruches. Les ruches sont dans la nature, au gré des saisons, et c'est une activité pastorale, c'est bien connu. Donc dont il est nécessaire de bien comprendre tous les rouages pour pouvoir faire profiter aux abeilles de la meilleure flore à tous les moments des différentes saisons, quoi. Alors effectivement, on va en parler. Vous savez que il y a quelques temps, là, j'étais au salon Natexpo et j'ai rencontré un apiculteur aussi qui me disait, mais vous savez aujourd'hui, alors on parlait de miel, pas de propolis, mais donc il disait aujourd'hui un apiculteur sur 2 propose des produits contrefaits, grosso modo, ou altérés. C'est excessif. Non, le marché du miel est un marché malsain, mais c'est pas le seul. D'ailleurs, le pire, c'est peut-être l'AG royal. Mais bon, pour revenir au miel, donc non, faut pas exagérer. C'est pas un apiculteur sur 2, surtout en France. On n'est pas dans cette situation-là. Par contre, ça existe. Il y a aucun doute que ça existe. J'ai d'ailleurs moi-même en permanence. Je le fais vite fait, mais je suis président du syndicat des miels de Provence et des Alpes du Sud, qui gère une indication protégée, 2 labels rouges. Enfin, moi, je suis aussi vice-président du syndicat des producteurs de miel de France, donc ça sera dit. Et à ces titres-là, ce sont des activités d'engagement bénévole, mais à ce titre-là, on travaille aussi évidemment contre tout ce qui est contrefaçon, lutte contre les fraudes, si vous voulez. On travaille avec tous les acteurs, y compris institutionnels, pour ça. Et c'est notre rôle officiel d'ailleurs pour la défense de la protection de l'appellation Provence. Et effectivement, on sait très bien qu'il y a des problèmes. Les grands problèmes internationaux, ça concerne les miels qui ne sont pas des miels, tout simplement. Et il y a une pression très forte de la Chine et maintenant plus seulement de la Chine d'ailleurs, l'Inde, le Vietnam, il y a plein de pays d'Asie du Sud-Est en particulier, et la Chine en premier, en tout cas qui sont dans ces grandes manœuvres de profiter, si vous voulez, du manque de miel sur la planète par rapport aux besoins, pour s'engouffrer dans la brèche, faire de l'argent avec ce qui n'est pas du miel, quoi. Enfin, avec des ersatz, quelque chose qui contiendra peut-être un peu de miel, mais qui contient aussi beaucoup de sucre, très très proche de la composition du miel. Enfin, voilà, c'est fait en usine, c'est pas du tout à l'échelle d'un artisan. C'est des choses qui sont très très industrielles et qui circulent sur la planète. Enfin, il y a beaucoup de documentation là-dessus, mais c'est pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Voilà. Alors, mais je sens que vous êtes. Ça existe, voilà. Donc, mais pour après dire que tous les apiculteurs, donc 50% des apiculteurs ont des produits contrefaits, je pense pas quand même. Non, je pense que c'est excessif. Il y a des gens qui aiment leur métier et qui le font bien, quoi. Et en tout cas, voilà, l'idée c'est de mettre en valeur ces gens-là dont vous faites partie. Et donc aujourd'hui, effectivement, le sujet c'est la propolis, mais bon, c'était bien d'en parler parce que c'est un sujet quand même qui est d'actualité. Donc ne faisons pas semblant de ne pas être au courant. En tout cas, mettons en valeur les bonnes pratiques et c'est ça, NutriCast, on met en avant les meilleures pratiques du secteur pour créer des cercles tout simplement vertueux et puis aussi des prises de conscience. Alors on parle de la propolis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce qu'est la propolis ? Oui, c'est une substance
qu'on pourrait, de par sa consistance, qu'on peut considérer un peu comme un mastic, presque, c'est une substance de type résineuse que les abeilles récoltent à certains moments de l'année sur les bourgeons. En fait, les bourgeons de certains arbres. Donc là, il n'y a pas qu'un arbre qui donne de la propolis. Il y a beaucoup d'arbres qui peuvent éventuellement donner de la propolis à certaines périodes de l'année. Et en fait, elles récoltent ça avec leurs mandibules, elles les transportent sur les pattes, donc comme elles font pour les pelotes de pollen d'ailleurs, c'est la même technique. Et elles ramènent ça à la ruche et elles s'en servent pour différentes choses. En fait, elles s'en servent déjà sur le plan physique, elles tartinent tout ce qu'il y a à l'intérieur de la ruche, elles colmatent les éventuelles fissures, interstices de leur habitat, elles désinfectent en fait tout ce qui rentre dans la ruche. Vous mettez ne serait-ce qu'un cadre de bois tout neuf avec de la cire dessus, etc. Le cadre, dans les heures qui suivent, il est propolisé. En fait, les abeilles ont pour réflexe de constamment désinfecter, c'est le terme que je vais employer, à la propolis, tout leur entourage. Et quand il y a un intrus, c'est quelque chose qu'il faut savoir, et ça peut arriver. Par exemple, un rongeur ou un animal qui a réussi à s'introduire dans la ruche, ça peut arriver. Elles le tuent, elles essayent ça, elles y arrivent. Par contre, elles sont incapables de le sortir. C'est pas leur taille, leur capacité physique ne leur permettent pas de sortir l'animal, donc elles le momifient, tout simplement. Elles le recouvrent de propolis, comme ça, il n'y a pas de putréfaction, il n'y a pas d'émanation désagréable pour la colonie, et on trouve des fois des lézards complètement momifiés qui ont eu le malheur de rentrer dans une ruche. Ils sont congelés, non pas congelés, mais ils sont momifiés pour l'éternité, entourés de propolis. C'est rigolo. Donc, ça veut dire que certaines ruches ressemblent à, c'est un peu des sarcophages en fait. Non, c'est très peu, mais voilà, c'est un exemple pour vous montrer elles en ont des utilisations en tout cas multiples, qui sont avant tout de l'ordre de colmatage, donc j'ai employé au début le mot mastic, puisque ça a quand même un peu cette consistance, quand même. Ça ressemble un peu à une gomme, à un mastic, souvent de couleur brune, marron, plus ou moins clair, plus ou moins rouge. Et la couleur dépend des arbres aussi. Et voilà. Et donc elles s'en servent pour désinfecter tout ce qui rentre dans la ruche. Et je pense que ça participe à la santé de la ruche, donc à la prophylaxie dans la ruche, mais sans qu'on nous en intervienne du tout. C'est elles qui le font. D'accord. Alors vous, en tant qu'apiculteur, comment vous contribuez à la santé des abeilles ? Déjà, la première chose, c'est de les placer dans l'environnement le plus favorable. Voilà, ça, c'est la première règle, c'est être toujours au bon endroit, au bon moment. Voilà. Donc, si les abeilles bénéficient d'une flore variée, une flore, il n'y a pas que la flore, il y a les arbres aussi, mais disons d'un environnement végétal, parce que c'est quand même ça, le monde de l'abeille, c'est le monde végétal. Si elles ont un environnement végétal porteur, favorable, elles vont trouver des ressources de qualité, variées, propres, évidemment, à l'abri des pollutions. On va avoir des abeilles en bonne santé, tout simplement, parce qu'elles auront un très bon équilibre alimentaire, et ça, c'est indispensable. Alors évidemment, ce qui se passe, ça c'est mal connu, mais c'est que si vous laissez votre ruche, si quelqu'un qui fait ça, il veut mettre une ruche dans son jardin, la ruche, évidemment, elle va rester dans son jardin toute l'année, sauf qu'il y a de longues périodes dans l'année, dans la plupart des régions, où il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien, il n'y aura pas de pollen, ni de nectar frais, ni de miel sur les aiguilles des résineux ou des feuilles des feuillus, et donc la ruche risque d'être à un moment donné en stress alimentaire parce qu'elle n'aura pas ce qu'il faut. C'est pour ça que l'apiculture est une activité pastorale, donc on place les ruches au bon moment, au bon endroit, on les déplace gentiment et puis on les met où il faut. D'accord. Donc c'est la première base, c'est d'avoir un environnement de qualité. Nous on travaille beaucoup en milieu naturel, donc c'est vraiment complètement, par exemple l'Estérel, qui est un endroit à l'abri de toute culture, si vous êtes dans des garrigues calcaires, de l'arrière-pays, des endroits magnifiques, en montagne, différentes altitudes, différents types de forêts. Voilà, on traverse des paysages les plus variés et intéressants possibles pour l'abeille, et c'est à l'occasion donc de ces transhumances qu'on pourra, si la nature est généreuse et si les plantes donnent, espérer récolter en particulier donc des miels variés et de bonne qualité. Très bien. Alors pour la propolis, Jean-Louis, quelles sont les méthodes d'extraction de cette propolis sans que cela nuise aux abeilles? Oui, alors je ne vais pas employer le mot extraction. Le mot extraction, nous on l'emploie pour le miel, par exemple, puisqu'on extrait le miel des cadres, donc de la cire. Là, la propolis, c'est pas une extraction, c'est une récolte très basique, très simple, qui s'obtient soit par grattage de certaines parties de la ruche qui sont très très propres, et donc on peut récolter de la propolis de qualité, soit par pose de grilles spéciales, donc ce sont des grilles à propolis, il y en a qui disent tapis à propolis, peu importe le terme, qui sont des plaques avec des petits trous. Les
les abeilles bouchent par instinct naturellement ces petits trous parce qu'elles ont envie de ne pas laisser. elles veulent obturer, quoi, donc avec ce mastic. Et ensuite, donc, on enlève la grille. Il est quelquefois préférable de la refroidir un petit peu pour que la propolis soit plus cassante. Et la grille est souple et on la tord tout simplement. Et ça fait sortir de la grille les petits morceaux de propolis qui ensuite vont être simplement lavés, séchés. Et c'est tout. À notre stade, à nous, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est pas. Je dis pas que c'est simple à faire. Après, chaque geste est technique. Mais dans le principe, c'est très simple. Il n'y a aucune transformation. Il n'y a aucun ajout de rien du tout, c'est juste on récupère une part de la propolis que les abeilles rentrent dans la ruche. Il y a des moments où de toute façon la propolis est beaucoup trop abondante, hein. Elle devient même gênante parce qu'elle colle de partout. Enfin moi c'est presque si on laisse s'accumuler, vous pouvez plus sortir les cadres, quoi. On travaille sur des ruches qu'on appelle des ruches à cadres, hein, donc il y a des cadres verticaux composés de bois, donc avec des fils en inox qui tiennent de la cire, et la cire est construite par les abeilles. Mais si elles verrouillent tout ça avec des mastiques trop présents, trop partout, vous pouvez plus ouvrir la ruche. Donc il faut quand même de temps en temps entretenir un peu, vous en enlevez. Elles en mettent beaucoup, hein. Il y a une notion qui est pas il faut pas faire. C'est compliqué de pas faire d'anthropomorphisme. Il faut pas chercher à raisonner comme nous. Mais les abeilles, tant qu'elles peuvent amasser, elles amassent. Voilà. Donc si elles ont à leur disposition de la propolis en abondance, elles vont en rentrer énormément. S'il y en a pas, elles en rentrent pas. Voilà, c'est tout. Mais c'est aussi simple que ça. Mais elles vont pas calculer en se disant c'est bon, il y en a assez, on s'arrête, quoi. Non, tant que ça donne, elles rentrent. D'accord. C'est comme pour l'argent pour certaines personnes en fait. Je sais pas, je connais pas les personnes. Je plaisante. J'en connais pas d'assez riches dans l'homme. Moi non plus. Je plaisante. C'était juste pour faire un bon mot. Voilà. Dernière question, Jean-Louis. Est-ce que la qualité de la propolis dépend de l'épanouissement des abeilles et de leur bien-être? Non, enfin oui, c'est pas la qualité, non. La quantité, oui, parce qu'évidemment une ruche faible par nature ne va pas pouvoir récolter beaucoup de propolis, ni beaucoup de pollen, ni beaucoup de miel, ni beaucoup de rien. Hein. Bon, ça sera une ruche faible. Une ruche en parfaite santé, oui, ça rentre. Dès que la nature est généreuse, ça donne. Hein. Non, ça dépend pas de ça. La qualité de la propolis ne dépend absolument pas de ça. Par contre, la qualité de la propolis dépendra effectivement de la saison et du type de végétaux qui seront butinés. Ça, c'est important. Je vais juste faire une petite explication. Dans une colonie d'abeilles, vous avez l'abeille en tout cas en général, il y a des produits. Les produits essentiels sont récoltés sur les plantes, et la matière première, donc, c'est effectivement ce qui vient de la sève des plantes, dans tous les cas de figure. Hein. Donc c'est valable bien sûr pour le miel, hein, puisque la base c'est le nectar, qui est une élaboration de la sève des plantes, ou ce qu'on appelle la sève élaborée, donc des arbres ou des résineux. Je prends par exemple le cas du miel de sapin, où vous avez des gouttelettes, hein, qui sont à la disposition des abeilles, souvent par le biais d'un hôte intermédiaire, hein, un insecte piqueur qui viendra et qui va perforer les aiguilles, par exemple, du sapin, pour que les abeilles puissent récupérer ça. Et tout ça, ça vient des arbres, donc ça vient des plantes. La deuxième chose évidente, c'est le pollen, qui vient des étamines des fleurs, donc la partie mâle, hein, fécondante, qu'elle récolte parce que ça a beaucoup de propriétés pour elle aussi. Hein. C'est l'équilibre intestinal, c'est les vitamines. Enfin voilà, à l'occasion, on fera une émission sur le pollen si vous le souhaitez. Donc ça vient aussi des plantes. Et puis, vous avez donc cette fameuse propolis. Ça, ce sont les trois produits que les abeilles peuvent récolter sur les plantes. Et après, vous avez deux produits qui sont deux produits de la ruche, qui sont tout aussi naturels, mais qui par contre ne viennent pas directement de la plante, mais indirectement, qui sont une fabrication du corps de l'abeille. C'est la cire, qui est fabriquée par le corps des jeunes abeilles, avec ce qu'on appelle les glandes cirières, en mangeant du miel. Elles mangent énormément de miel pour fabriquer. Je vous donne juste un exemple, mais c'est quand même intéressant à savoir, c'est que pour fabriquer 1 kilo de cire, elles mangent 5 à 7 kilos de miel. Donc c'est énorme. C'est très très énergivore pour fabriquer de la cire. Et la deuxième chose, c'est qu'elles fabriquent avec leur corps, c'est la gelée royale. Voilà, qui vient aussi de glandes qui leur sont propres. Donc 3 produits qui viennent directement des plantes, 2 produits qui viennent de leur corps, mais en consommant du miel, donc toujours indirectement venant des plantes. Les abeilles et les plantes sont directement liées. Donc la qualité de la propolis, c'est la qualité des arbres dans un milieu protégé, propre, qu'elles auront butiné, avant tout. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Jean-Louis Letard. Alors je pense qu'on se reparlera parce que vous en parlez avec passion et en plus c'est passionnant et très clair. On doit absolument aussi reparler ensemble du coup de la gelée royale. Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Je vous dis merci beaucoup. Dans un instant, on va accueillir Laure Martina et Emily Tang pour la suite de cette émission sur NutriCast.
La suite de cette émission consacrée à la propolis. Alors, Laure Martina, qui est médecin, phytoaromathérapeute, naturopathe, nous a rejoint. Bonjour Laure. Bonjour Fabrice, ravi d'être avec vous. Eh bien, écoutez, ravi de vous accueillir sur NutriCast. Et puis Emily Tang de l'Adrome Laboratoire. Bonjour Emily. Bonjour Fabrice. Ça va? Ben ça va bien. On s'est vu il y a pas très longtemps, donc c'est toujours un plaisir. Alors on poursuit cette émission sur la propolis. Alors on a vu que Jean-Louis, un apiculteur, un passionné, il aurait pu en parler encore des heures et des heures. Mais du coup, on va maintenant parler des vertus de la propolis avec vous en tant que médecin naturopathe. Laure. Oui, tout à fait. Alors quelles sont-elles ces vertus et pourquoi vous la recommandez? Alors la propolis, on l'associe très souvent à tout ce qui tourne autour de l'immunité et de la pathologie infectieuse parce que effectivement, elle a des propriétés antivirales, antibactériennes, antifongiques, c'est-à-dire qu'elle cible les germes auxquels on peut être confronté et qui sont source d'infection chez nous, comme certains virus, par exemple la grippe l'hiver. Et elle a aussi des vertus immunomodulantes, c'est-à-dire qu'elle module le bon fonctionnement de notre système immunitaire, elle soutient notre immunité. Et donc, c'est en ça qu'on l'associe très souvent à la pathologie infectieuse. Et en particulier, c'est de bon ton la période automno-hivernale avec l'arrivée de tous les virus. C'est très fréquemment dans ces conditions-là qu'on parle de propolis. D'accord, donc c'est clair que c'est ce qu'il faut avoir en ce moment, en fait. Exactement. Il faut avoir la propolis dans son armoire à pharmacie dès maintenant. Il faudrait l'avoir toute l'année, mais en tout cas, c'est vraiment maintenant qu'il faut commencer à l'avoir. Alors, vous êtes, ce qui est bien, c'est que vous êtes médecin et en plus naturopathe. Donc pour vous, quand vous recevez, ce ne sont pas des clients, mais bien des patients. Il faut faire une distinction entre les deux. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu une expérience où vous l'avez conseillé à un patient et un retour d'expérience, les bénéfices qu'il en a reçus, les résultats? Alors oui, tout à fait. Donc comme je disais, on l'associe beaucoup à la pathologie infectieuse. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup l'associer au sein de cette pathologie infectieuse dans tout ce qui tourne autour de la sphère respiratoire, comme je le disais tout à l'heure, les infections hivernales, grippe, rhinopharyngite, etc. Mais il ne faut pas oublier que son spectre d'action est beaucoup plus large et ne se limite pas aux maladies respiratoires et qu'elle est très intéressante finalement dans tous les cas d'infection, les infections digestives, mais aussi les infections urinaires. Et c'est quelque chose à laquelle il faut penser en cas d'infection urinaire qui sont très fréquentes chez la femme et qui peuvent être récidivantes. D'accord. Donc on voit des femmes en consultation. Oui. Non, pardon. La propolis, donc pour les infections urinaires aussi, ça c'est moins connu comme usage. Exactement. C'est ce que je disais. On l'associe aux maladies infectieuses respiratoires, mais en fin de compte, elle est anti-infectieuse à large spectre et donc on peut tout à fait la conseiller. Et moi, c'est ce que je fais dans ma pratique en cas d'infection urinaire, par exemple, notamment récidivante, qui est quelque chose qu'on voit fréquemment chez les femmes. D'accord, très bien. Et j'ai une petite question, parce que la propolis, complément alimentaire, qui est en prévention, est-ce qu'on peut l'utiliser en curatif du coup? Parce que vous la recommandez en curatif? Oui, alors tout à fait. On peut tout à fait l'utiliser en curatif, donc en cas d'infection déclarée. Elle va aider à lutter contre l'infection, elle va soutenir le bon fonctionnement de notre système immunitaire, puisqu'on sait que par exemple, quand on est dans le cadre d'une maladie virale comme une rhinopharyngite, on n'a pas de médicament antiviral, c'est notre système immunitaire qui doit s'en occuper et la propolis va aider à la fois à se débarrasser du virus et à soutenir notre immunité. Et également, en cas par exemple d'infection bactérienne, pour reprendre l'exemple des infections urinaires, on peut tout à fait avoir un effet synergique entre les antibiotiques et la propolis, donc on peut tout à fait l'associer également. D'accord. Et vous, est-ce que vous remarquez est-ce que les gens, vos patients, ils vous en parlent spontanément ou est-ce que c'est vous qui la recommandez? Est-ce que maintenant c'est un produit qui est assez démocratisé? Alors, je dirais qu'il s'est démocratisé sur les dernières années, mais il est encore trop souvent associé uniquement à la problématique des infections respiratoires. C'est-à-dire que les patients en parlent très fréquemment en cas d'angine, rhinopharyngite, ils en parlent d'eux-mêmes, mais tout ce qui touche aux autres pathologies infectieuses, comme je le disais par exemple, comme les infections urinaires, ils n'associent pas du tout la propolis à ce type d'infection en fait. D'accord, c'est vrai que le spectre d'action il est encore méconnu, mais je pense aussi par les praticiens du coup. Oui, parce que ça demande aux praticiens à se former. Les produits de la ruche ne sont pas forcément bien connus par les praticiens, au contraire de la phytothérapie, par exemple, qui est de plus en plus abordée dans les parcours de formation. Donc, il y a un intérêt à développer la formation sur les produits de la ruche de façon spécifique. D'accord. Emily, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Est-ce que c'est aussi vous êtes distributeur chez l'Adrome Laboratoire? Est-ce que ça, c'est les clients du coup là pour le coup qui en achètent? Ils pensent à
à vous le demander dans un cadre, dans un cadre d'infection urinaire, par exemple? Eh non, j'avoue aussi, c'est la première fois que j'en entends parler de la propolis pour les infections urinaires, donc c'est alors, super Amélie intéressant. alors Ouais, j'en apprends moi aussi. Hein, c'est l'intérêt d'échanger aussi. C'est chouette d'entendre ça. Oui, non, mais c'est clair que grâce à vous, alors il faudra qu'on se revoie, faudra qu'on se reparle, hein, Laure, parce que j'imagine qu'il y a plein d'actions comme ça de plantes ou d'autres produits, qui ont des spectres un peu plus larges que ceux qu'on a l'habitude, pour lesquels, enfin, en tout cas, on a l'habitude de les utiliser, et c'est très très intéressant d'avoir votre retour en tant que médecin et donc de naturopathe. Est-ce qu'il y a des galéniques comme ça que vous recommandez le plus souvent pour une action plus efficace, ou est-ce que c'est uniquement une question de dosage? Alors non, il faut d'abord s'assurer de la qualité de la propolis. Il faut vraiment une propolis qui soit d'excellente qualité, donc ce qui sous-entend en fait qu'elle est issue d'abeilles et de ruches qui sont dans un environnement qui est sain, puisque on va éviter évidemment de se procurer des produits dans lesquels on peut avoir des résidus de pesticides, etc., qui peuvent être délétères pour notre propre santé. Donc il faut vraiment faire très attention à la qualité de la propolis. Et ensuite, l'autre chose, moi, les formes que j'utilise classiquement, c'est soit sous la forme de propolis, donc pure à mâcher, ce sont des petits morceaux qu'on casse et qu'on mâche directement. On peut la trouver aussi sous forme de gélule, c'est une galénique intéressante. Et sinon, la teinture mère de propolis est très intéressante aussi pour tout ce qui est des formes pures de propolis, j'entends. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup, Laure. Vous restez avec nous évidemment. On va passer à la partie qui est plus maintenant distributeur. Comme ça, on a l'apiculteur, on a le médecin, le praticien de santé et donc le distributeur. Comme ça, si vous écoutez cette émission là, quel que soit l'angle dans lequel vous êtes, vous avez un aperçu très précis des possibilités d'utilisation, d'action et de production de la propolis. Alors parfois je me lance dans des phrases comme ça et quand je retombe sur mes pieds, je suis content. Mais du coup, Émilie, vous, est-ce que on a parlé tout à l'heure avec Jean-Louis de la méthode d'extraction qui disait que c'était assez simple, mais il y a aussi des produits qui vont peut-être nuire à la qualité de la propolis, des produits qu'on va utiliser pour l'extraire. Est-ce que vous avez, vous, chez Ladram Laboratoire, une méthode d'extraction spécifique? Oui, du coup, Laure, elle en a déjà parlé. Donc nous, en mode d'extraction, nous on récupère la propolis brute que l'apiculteur il a récolté de la ruche. Donc il y a rien qui s'est passé avec. Et puis après nous on va faire un extrait hydroalcoolique en fait. Donc c'est la même chose que les teintures mères dont Laure elle a parlé. Donc on suit la pharmacopée. Donc en fait c'est décrit combien de propolis on doit utiliser par quantité de solvant et quel est le pourcentage d'alcool aussi à utiliser. Donc tout ça est décrit, on va le suivre et puis on laisse macérer du coup la propolis. On va remuer tous les jours et puis après on va filtrer, on va décanter pour qu'il y ait plus de résidus. D'accord. Alors vous proposez, je pense, chez Ladram Laboratoire une propolis qui est bio, c'est cela? Oui, c'est très important d'avoir des produits bio parce que aussi Laure vient de le dire, c'est important qu'il y ait une absence de pesticides, herbicides, des métaux lourds aussi qu'on peut retrouver dans des propolis conventionnels. Oui, surtout qu'elle va macérer dans l'alcool, donc du coup quand c'est pas bio, c'est un peu comme le même principe que la gémothérapie finalement. Oui, exactement. Ouais, et les extraits de plantes fraîches, les teintures mères. Exactement, on ne parle que de ça en ce moment. Alors, est-ce que l'origine de la propolis chez vous, elle est importante aussi, parce que on parle beaucoup du made in France, mais finalement, est-ce que c'est si important que le produit soit français? Est-ce qu'ailleurs on n'a pas aussi des conditions une propolis top niveau? Ouais. Alors, ce qui est important chez nous, c'est d'avoir des produits de bonne qualité. C'est vrai que ça dépend un petit peu de l'état d'esprit des gens. Il y a des personnes qui vont privilégier le circuit court. Par contre, nous, ce qui nous semblait intéressant, c'est d'avoir des propolis de différentes origines, parce que il y a plusieurs aspects en fait de différentes propolis. En fait, les abeilles, elles vont aller butiner des végétaux différents. Donc, on va avoir un spectre d'action plus large sur nos produits si on va utiliser des propolis de différentes origines et différents types de propolis. Donc nous on utilise la propolis brune qui vient de France et d'Europe, parce que il y a aussi pas beaucoup de disponibilité en France. Et puis on va utiliser de la propolis verte qui vient du Brésil.
Voilà. D'accord. Vous connaissiez un petit peu ces endroits de sourcing, vous, Laure? Oui, oui, mais les propolis sont quand même beaucoup plus connus, enfin de plus en plus connus. La propolis brune, la propolis verte, et puis également on a la propolis rouge qui vient aussi de plantes. On en trouve au Brésil, à Cuba, et qui a des propriétés un petit peu différentes des autres. Donc on a quand même un beau panel pour travailler de façon très précise avec les propolis. D'accord, donc que ce soit rouge, jaune, verte, à chaque fois la couleur donne des actions, enfin un spectre d'action un peu différent. Alors, j'imagine, bon, globalement c'est pas hyper différent, mais quand même il y a des actions un peu différentes. Oui, tout à fait. Elles ont des propriétés similaires de façon globale, et puis ensuite elles ont chacune leur spécificité. Très bien. Emily, quels sont on a parlé de la propolis, alors je sais que vous aimez l'associer à d'autres plants, par exemple, quelles sont les synergies que vous proposez et pourquoi? Alors ça va dépendre un petit peu de pourquoi on veut utiliser la propolis, parce que on vient de le dire, hein, nous après notre gamme est plutôt dirigée à la sphère ORL. Donc, mais voilà, au début de l'hiver, on peut aussi avoir des produits un peu pour renforcer un peu les défenses naturelles. Et là, on peut l'associer par exemple à l'échinacée, qui est très connu et intéressant aussi pour tout ce qui est défense naturelle. On a un mélange aussi de propolis avec les extraits de pépins pamplemousse, et ça c'est un mélange qui va être très intéressant parce que les deux aussi sont utilisés un petit peu de la même façon, et en fait on va avoir un spectre d'action beaucoup plus large car on associe les flavonoïdes de la propolis à celle de l'extrait de pépins pamplemousse. D'accord. Voilà. Laure, vous en pensez quoi de cette synergie extrait de pépins de pamplemousse et propolis? C'est très intéressant. L'extrait de pépins de pamplemousse a des propriétés antiseptiques, avec une composition qui est un petit peu différente, bien sûr, de la propolis. Donc, comme le disait très justement Emily, on a une action en fait synergique entre les deux composants, propolis et extrait de pépins de pamplemousse. Donc, c'est très intéressant. D'accord. Et alors, juste sur la sphère urinaire, par rapport aux cystites, est-ce que on sait que la canneberge elle a un effet aussi qui est assez efficace? Est-ce que une synergie propolis canneberge c'est quelque chose qui est à étudier, ou enfin qui se fait déjà d'ailleurs peut-être? Alors, tout à fait, et qui est déjà bien démontré dans la littérature scientifique, parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il y avait un véritable effet synergique entre la propolis et la canneberge. C'est démontré chez l'être humain aussi, donc c'est une association qui est très intéressante, en particulier dans les infections urinaires à Escherichia coli, qui est la bactérie la plus fréquente dans les infections urinaires, surtout chez la femme. Donc oui, c'est une association qui doit être faite à mon sens. D'accord. Alors juste pour rester là-dessus, parce que c'est ce qu'on découvre quand même aujourd'hui, en termes de posologie, qu'est-ce que vous conseilleriez? Alors, ça dépend si on est dans le cadre d'une infection aiguë ou si on est dans le cadre de la prévention. Mais si on prend l'exemple de la prévention, c'est-à-dire une femme qui fait régulièrement des infections urinaires, donc des cystites, puisque c'est comme ça qu'on les appelle chez la femme, on peut mettre en place un protocole à base donc de propolis qu'on va prendre donc soit sous forme de gélule, soit sous forme de teinture mère, d'extrait alcoolique. Moi, ce que je fais, c'est que très souvent, je fais un protocole 3 jours par semaine, 3 semaines par mois, pendant 3 mois. Alors évidemment, la propolis ne se substitue pas à une prise en charge beaucoup plus globale. Elle va pas solutionner à elle seule les problèmes d'infection urinaire. Il faut s'inscrire dans quelque chose de plus global, de l'hygiène de vie, un travail sur la flore intestinale, sur la flore vaginale qui est souvent oubliée chez la femme aussi. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus large à faire, et on peut s'appuyer sur la propolis, mais elle n'est pas toute seule. D'accord, très bien, précision qui est fort utile. Emily, au niveau du dosage, comment on reconnaît, pas le mauvais chasseur et le bon chasseur, mais comment on reconnaît une bonne propolis? Il faut qu'elle soit dosée à quelle quantité pour que ce soit efficace? Alors, je viens de dire, nous on suit la pharmacopée pour les extraits. Donc, on laisse macérer 1 kg de propolis pour 10 kg d'extrait. Voilà, donc c'est titré à 10%. Et c'est une quantité de propolis qui suffit pour avoir les bons effets de la propolis. Très bien. Laure, vous êtes un peu curieuse, parce que vous êtes médecin, vous êtes naturopathe, on voit que vous ne cessez de vouloir apprendre, de transmettre. Du coup, est-ce que parfois ça vous arrive de tester, alors là on reste sur la propolis, mais on peut élargir un petit peu le sujet. Est-ce que ça vous arrive de tester des synergies pour voir un peu l'efficacité et l'action?
Alors, de tester, je sais pas si le terme est bien choisi. Pas chez des patients, mais pour vous-même, par exemple, ou associer des plantes en essayant, je sais pas, si vous faites des essais cliniques in vitro. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous allez associer pour se dire, bah tiens, ça représente des champs d'action, ou peut-être vous renseigner dans la littérature scientifique? Oui, alors d'abord, d'une part, on a la chance d'avoir de plus en plus de scientifiques qui s'intéressent aux produits de la ruche, aux plantes, aux huiles essentielles. Donc, on a de plus en plus d'études qui sortent, qui sont aussi de plus en plus, de meilleure qualité au fur et à mesure du temps, puisque par le passé, on n'avait pas toujours des études de bonne qualité. Donc, déjà, on peut s'appuyer dessus, ça c'est très intéressant. Ensuite, on peut aussi s'appuyer sur l'usage traditionnel, quand on s'intéresse un petit peu aux différentes pharmacopées, etc. On a des plantes pour lesquelles on n'a pas forcément des données scientifiques, mais on a un usage traditionnel qui est bien établi. Et ensuite, on s'intéresse surtout à chaque individu, chaque patient, et c'est en fonction des problématiques, du terrain, etc., qu'on va choisir différentes plantes, différents produits de la ruche, etc., et qu'on va évidemment les associer pour travailler sur les différentes problématiques et vraiment s'inscrire dans une approche globale. Bien, mais écoutez, c'est très complet en tout cas la propolis. Vous l'avez compris, chers auditeurs, c'est ce que vous devez avoir. Enfin, ça fait partie des produits en tout cas que vous devez avoir, soit chez vous, soit dans votre sac à tout moment pour l'utiliser. Et vous l'avez vu encore avec un spectre qui est plus large que on aurait pu penser. Merci beaucoup, Laure. Merci à vous pour l'invitation, j'étais ravie. Eh bien, écoutez, c'est nous qui sommes ravis. J'espère qu'on va vous retrouver très bientôt, que ce soit sur NutriCast, mais aussi surtout sur Nutri Radio. On en parle hors antenne. Emily, merci à vous. Oui, merci beaucoup Fabrice. Donc merci Emily de l'Adrome Laboratoire et donc Laure Martina que vous retrouvez également dans c'est quoi le magazine dans lequel vous écrivez régulièrement? C'est Planté Santé Magazine, il me semble. Oui, Plantissime aussi, et puis la phytothérapie européenne. Voilà, et un bouquin à venir bientôt, il me semble. Oui, février, justement, vous pourrez retrouver mes conseils sur la propolis et les infections urinaires. En février 2021, chez Quintessence, les éditions Pictos sur l'immunité et les maladies infectieuses. Et bien voilà, et on en reparlera évidemment. Émission à retrouver sur nutricast.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Et puis évidemment aussi sur Nutri Radio. À très bientôt.